Il y a des ponts partout. Non mais c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de trafic routier, mais de trafic humain. Regardez le pilote. Le pilote, c'est un Il pilote dit Boeing, tout par les amis. lui-même. Alors celle-ci, ils adorent le bateau. Ils adorent le bateau. Ici, ils adorent. Voilà, la toute dernière Supra. Il y a des voitures pour tout budget. Normalement, on n'a pas le droit de filmer les amis, mais en caméra cachée, comme d'habitude, vous nous connaissez. La petite dame, elle m'a dit, va te on était à Shibuya en fait. Plus improbable, vous pouvez louer une maman ou un papa. Alors je pourrais le prendre et me marier avec. On va pas le filmer parce que sinon il va demander de la thune. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Orion Motors. Alors aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo sous format de vlog. Donc l'idée ici c'est de répondre à vos questions tout en vous montrant l'environnement dans lequel les voitures au Japon circulent. Regardez-moi l'état de cette route. On dirait que l'asphalte a été coulé hier matin, c'est incroyable. Limite un tarmac de Boeing. Donc on se trouve actuellement à Shibuya. Salut à tous les amis. Donc ouais, cette petite vidéo pour vous donner des informations que personne ne vous donnera. Parce que soit elles les ont pas, soit eh bien, ce sont des informations tronquées ou bien un petit peu falsifiées, trompeuses. Donc depuis Shibuya, déjà on voulait vous montrer un petit peu comment c'est incroyable. Donc il y a des ponts partout, franchement c'est incroyable. Tu sais pas par où ça arrive, par où ça ressort. Mais voilà, ouais, là c'est un des réseaux routiers les plus complexes du monde les amis. Franchement c'est hyper complexe. Mais c'est fou parce que 40 millions d'habitants et pourtant on retrouve une circulation qui est quand même très assez fluide. Quoi. Ouais, très fluide la circulation. Certes on est en plein cœur de Tokyo, mais ça reste quand même très fluide. Parce qu'en fait si vous pouvez regarder, eh bien il y a quand même une voie express qui passe au-dessus là les amis. Regardez, le pont là c'est une voie express. Donc en dessous on a un petit peu on va dire c'est ça, la route la qui ville passe en dessous et la voie express en haut. Et la voie express en haut. C'est vraiment incroyable. Et en général ça se passe un petit peu comme ça. Donc la voie express elle est surélevée. Mais elle passe par contre un petit peu à la différence de nos routes en Europe. Eh bien elle passe en plein milieu de la ville. Donc on va se diriger un petit peu vers Shibuya Crossing. Donc un des endroits les plus connus, qui a été filmé bien sûr comme vous savez un petit peu illégalement pour la scène dans Tokyo Drift. Et c'est un petit peu c'est l'endroit le plus connu peut-être à Tokyo des touristes. Et en se dirigeant par là-bas, eh bien on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Une des premières questions qui ressort le plus, alors les gens se demandent si on a des voitures en stock, si on propose ce service-là. Alors je vais répondre très globalement à cette question les amis, mais il faut savoir que les véhicules qui arrivent aux enchères n'appartiennent ni à Orion Motors ni aux maisons d'enchères, d'accord? Faut être clair avec ça. Et il y a certains endroits où vous pouvez retrouver des informations comme eh bien, un nouveau stock, nouveau ceci, nouveau cela. Ça, voilà, c'est encore une fois, les véhicules n'appartiennent ni à Orion Motors ni aux maisons d'enchères. Et donc je vous laisse vous imaginer si ces véhicules appartiennent vraiment à ces personnes qui eh bien, vous proposent ce service-là. Donc ce qui se passe, c'est que comme vous le savez, il y a des vendeurs, d'accord? Ce sont des particuliers comme vous et moi. Et ce qui se passe, c'est qu'ils viennent, ils déposent leur véhicule aux maisons d'enchères, ils laissent leurs clés et ils repartent, d'accord? Donc la voiture, elle va passer aux enchères pendant cette semaine-là où ils ont déposé leur voiture et elle va être adjugée ou non. Donc il faut savoir que pour déposer son véhicule aux entretiens, la personne... Donc, aux enchères, pas aux entretiens. Pour déposer, pardon. Vous nous excuserez aussi pour les petits défauts de langage, les petits tics, tout ce qui est problème d'élocution, parce qu'on veut garder cette vidéo la plus naturelle possible. Mais voilà, faut savoir que quand ils déposent leur véhicule, les amis, c'est contre un paiement aux maisons d'enchères de 100 $, d'accord? Et si ce véhicule-là est vendu, c'est encore 100 $, d'accord? Ça veut dire que c'est 100 $ pour déposer le véhicule et si le véhicule est vendu dans cette semaine-là, c'est 100 $. Par contre, si le véhicule n'est pas vendu, il va certainement revenir la semaine d'après, eh bien, il faudra reposer encore une fois 100 $ en plus. Donc ça se passe un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que l'intérêt des vendeurs ici est de vendre le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre des prix de réserve qui sont trop élevés parce que en fait ça va leur coûter de l'argent.
Donc ils ont déposé leur véhicule, ils ne l'utilisent plus et ça va continuer à leur coûter de l'argent. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que les véhicules sont parfois adjugés à des prix mais ridicules. Mais voilà un petit peu le système. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Pas de stock. Et les véhicules n'appartiennent ni à Orion Motors ni aux maisons d'enchères. Ce qui est important ici les amis, c'est que vu que les véhicules n'appartiennent pas aux maisons d'enchères et qu'elles ne nous appartiennent pas non plus, eh bien il y a donc ces fiches d'expertise qui sont établies dès que le client, en fait le client de la maison d'enchères qui est donc le vendeur, le vrai vendeur, dépose son véhicule, eh bien il y a une expertise qui est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, X par exemple, je suis japonais, je m'appelle Lee et eh bien je veux vendre mon véhicule, je vais déposer mon véhicule à USS Yokohama par exemple et je vais laisser une fiche qui sera en fait une expertise de ce véhicule-là, de mon véhicule que j'essaye de vendre. Ça ne marche pas comme ça les amis, c'est totalement indépendant et c'est pour ça que ce système marche ici et pas ailleurs. Donc vous venez, vous laissez votre véhicule et c'est eux de manière indépendante qui viennent établir ce rapport, cette fiche d'expertise. Et la différence un petit peu, on va continuer, la différence un petit peu avec le système que l'on retrouve en France ou alors dans d'autres pays, etc., eh bien c'est que il y a ce rapport d'expertise. Vous êtes totalement libre, par exemple, d'aller faire des enchères en France, vous ne retrouverez pas ce genre de fiche, d'accord? Ce n'est pas produit. C'est à vous d'aller checker voilà, c'est ça. À l'œil, sans l'expérience, etc. Donc c'est pour ça que exactement. C'est pas quelque chose qui cartonne beaucoup en France. Exactement. Le système d'enchères. C'est ça. Donc après, ça marche un petit peu pareil dans sa globalité, mais encore une fois, il y a ces petits changements, ces petites différences qui font que le système ici, il est en place et il perdure depuis des années et il n'y a aucun problème. Donc voilà un petit peu sur cette première question sur les stocks, sur un petit peu le fonctionnement des maisons des enchères. On va continuer un petit peu notre chemin. Voilà. Si ce système fonctionne aussi, c'est aussi une question de discipline que les Japonais ont. Je prends l'exemple d'un ami avec qui on a fait connaissance lorsqu'on était arrivé au Japon. Et donc cet ami-là, donc il avait un Porsche Cayenne. Il nous a invités à manger. Il a laissé son Porsche Cayenne avec les clés à l'intérieur, nos sacs à dos avec ordi portable. Nos PC avait laissé son chien dedans, les amis. Ouais, son petit chiot qui était super mignon. Et nous, on était choqués, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel, etc. Et lui. Et nous, on est allé manger nos sushis. Exactement. On est allé manger nos sushis. Et la clé, elle était sur le contact. Voilà, la clé est sur le contact. Hein. C'est même pas sur le siège caché. Voilà. Et c'est pour ça que ce système marche ici aussi. C'est parce qu'il y a cette honnêteté en fait. Voilà, de l'honnêteté, de la rigueur. Enfin, vous avez vu un petit peu l'état des infrastructures, etc. Voilà. Que vous retrouvez. De toute façon, la propreté en dit d'elle-même. La propreté en dit d'elle-même. Et en fait, la propreté ici, ce n'est pas un travail pour eux, c'est une culture en fait. C'est vraiment dans leur rite, dans leur rituel. Tous les jours, il y a du ménage. Parfois, on le voit là où on habite par exemple, ou alors même dans les rues. Là, comme vous pouvez le voir, personne n'est passé au passage piéton parce que c'était rouge. Dès que c'est vert, tout le monde passe. Donc ça prouve encore une fois à quel point ils ont un mindset complètement différent de ceux des Européens. Le mindset est exactement très différent du nôtre. Il y a également, si vous regardez en fait les bâtiments, etc., vous ne retrouverez par exemple aucune lumière qui est en fait HS. Donc dès que il y a une petite lumière qui est en défaut quelque part, etc., et ben, il faut qu'ils aillent remplacer cette petite lumière ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a passé le nouvel an ici. C'était pas fameux les amis, on va pas vous mentir, on va pas vous dire qu'on s'est amusé comme des fous. Parce qu'on était ici, on était à Shibuya en fait au nouvel an. Et donc depuis Covid, il n'y a pas de lancer de feu d'artifice ou quoi que ce soit. Donc tout le monde a applaudi bien fort. Et on est rentré chez nous à vélo. Exactement. En plus parce que les transports en commun donc étaient fermés ce jour-là après minuit. Donc ça nous. C'est pas ce jour-là, c'est tous les jours. Tous les jours, les transports en commun après minuit, il n'y a plus rien. Ouais. Alors on va passer maintenant à une deuxième question qui est très importante également et que beaucoup de gens se posent.
pourquoi on n'importe pas de véhicules depuis la Corée? Donc quelle est la différence entre ici et la Corée? Les véhicules de Corée, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si vous achetiez un véhicule sur Le Bon Coin ou alors sur mobile.de. Mais à l'autre bout du monde, quoi. À l'autre bout du monde, d'accord? Déjà que nous, chez nous en France, depuis la France, c'est pas facile d'acheter en France, à côté de chez soi, ou bien c'est pas facile d'acheter sur mobile.de pour un véhicule qui est en Allemagne, etc. Et bien là, vous allez faire la même démarche pour un véhicule qui se trouve à l'autre bout du monde, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si vous regardez sur ces sites internet qui vous proposent des véhicules en stock de Corée, c'est très facile les amis, vous tapez et puis vous verrez également que les offres que l'on vous propose pour du stock de Corée, etc. Hop, on va balayer ça très vite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez aucun rapport, aucune notation et rien qui est garanti. Ça veut dire quoi? Si vous regardez sur ce site internet les petites lignes, vous allez voir qu'ils ne vous garantissent rien. Ni le kilométrage, ni l'état du véhicule, ni l'intérieur du véhicule. Alors certes, quand on regarde les photos, le texte, c'est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, c'est normal. Parce que ce sont les vendeurs, eux, ou bien souvent les concessions par exemple, qui publient ces annonces, un petit peu comme en France. Si vous regardez sur Le Bon Coin, les publications et les mises en vente de garagistes ou bien de revendeurs automobiles, les photos sont magnifiques les amis. Il y a un très beau fond, les voitures sont dans des états certes esthétiquement magnifiques, etc. Mais il n'y a aucune expertise qui a été faite sur ces véhicules-là. C'est ça, donc la plus grosse différence les amis, c'est ce fameux rapport d'expertise en fait qui nous dit tout sur le véhicule. Ce rapport d'expertise, c'est le reflet de la voiture. Est-ce qu'il y a une fuite d'huile? Est-ce que la batterie a changé? Est-ce qu'il y a une rayure? Est-ce que les jantes sont frottées? Vous avez vraiment l'ensemble de ces informations qui apparaissent sur ce rapport et que vous ne retrouverez pas sur les véhicules qui se trouvent en Corée tout simplement. Exactement. Voilà un petit peu pour... Exactement. On va vous montrer, on est très proche de Shibuya Crossing là. Alors là actuellement, on est dimanche les amis, donc le dimanche, tout le monde sort un petit peu en véhicule assez exceptionnel, donc on voit tourner des R35, des R34, des Mercedes de tous les côtés. Et par contre c'est un petit peu, il y a vraiment pas mal de monde, c'est ça qui est un petit peu... Ouais. Bon, après ici, il n'y a pas de trafic routier, mais de trafic humain. Trafic humain, ça, là, c'est incroyable. Franchement, c'est sûr que 40 millions d'habitants sur une même ville. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de petits stores, de petites boutiques attrape-touristes. On va passer par la droite, où il y a un petit peu moins de monde. Et ce qu'on voulait aussi vous montrer les amis, c'est l'état dans lequel les bus sont, alors qu'ils peuvent sembler vraiment anciens, vieux, etc. Je vais vous montrer. Il n'y a pas de bruit anormal, il n'y a pas de... Enfin, tout ce qui est gaz, etc. Franchement les amis, c'est super propre. Regardez le pilote. Le pilote, c'est un il pilote dit Boeing, tout par lui-même. Voilà, c'est un pilote Boeing. Franchement, vous allez décoller. Et là, regardez ça, on retrouve on adore. même sur les tarmacs, les amis. Ça, on adore. Le Donc, petit monsieur avec le bâton. Ils adorent le bâton. Ils adorent le bâton ici, ils adorent. Et tu peux filmer ça aussi, les gens, comment ils attendent le bus. D'accord, il n'y en a pas un qui essaye de gratter l'autre. Le bus ici, c'est à la queue leu-leu, les amis. À la queue leu-leu. Et voilà. Si t'es en dernier, tu voyages debout. Mais personne n'essaie de gratter l'autre. Il y a un truc aussi qui est fascinant dans ce pays. Regardez-moi le monde qu'il y a et pourtant il n'y a pas tant que ça de bruit. Ça c'est vraiment un truc qui me... Exactement. Il y a vraiment très peu de bruit. C'est pareil, c'est quand on se balade un petit peu dans la ville, etc. Eh bien le métro en fait il passe plutôt à Tokyo, le métro il passe plutôt sur terre, c'est-à-dire un petit peu en hauteur, des villes sur des ponts, etc. et moins sous terre. Et malgré ça en fait le bruit, tout ce qui est bruit de métro, etc., des rails, etc., vous l'entendez très peu. Alors on pourrait peut-être passer sur la question de l'entretien au Japon. Est-ce que c'est mieux entretenu qu'ailleurs? Comment ça se passe? Quelles sont les réglementations ici? Il y a un truc que je vais vous filmer les amis, ce sont les taxis. Les taxis que vous allez voir, ils ont l'âge de vos grands-parents, peut-être de vos parents. Donc c'est des modèles Toyota, ça s'appelle Japan Taxi, JPY Taxi. Regardez-moi un petit peu. Alors celui-là c'est pas le plus vieux mais je vais vous montrer. Il n'y a pas une foutue voiture qui a une fumée au cul, c'est incroyable. Il n'y a pas de fumée au cul, il n'y a pas non plus de bruit anormal. De bruit anormal. Il n'y a pas de claquement moteur. Non mais pas ça, mais il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de fumée surtout. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fumée.
Donc le Classe G ici est très populaire les amis. C'est une ville les amis où il y a énormément de voitures et enfin ne croyez pas, hein, il n'y a pas que non plus des modèles 2025. Mais en fait le truc qu'il y a c'est que tout ce qui est au niveau de la pollution etc, les normes sont très strictes. Ah, oui. C'est pour ça que quand vous importez en Europe, eh ben, les normes anti-pollution etc, elles sont toujours respectées par ces voitures là, par ces modèles là qui sont produits et commercialisés pour le marché japonais. À l'inverse bien sûr des modèles par exemple qui proviennent des États-Unis où là c'est un bordel. Ça veut dire que pour immatriculer son truc qui provient des États-Unis ça va être compliqué. On va se diriger peut-être là-bas. On est dimanche à Tokyo les amis. Ça c'est les petits fameux cartes aussi qui se baladent à Shibuya. Donc voilà. C'est un peu le symbole de Shibuya les amis. Donc là on va traverser ensemble. Là on va traverser. La petite demoiselle ici bah, elle va courir. C'est ça. Parce qu'il y a ce truc, comment ça s'appelle, ce petit train un petit peu où tu cours avec la musique de Mario Kart. Voilà. Donc des camions publicitaires un petit peu, toujours des trucs pour inciter à jouer un petit peu. On va vous montrer ces espèces de casinos. Regardez les amis un petit peu, regardez-moi cette voiture, vous n'allez pas voir une foutue fumée à l'arrière de cette pièce. Non mais c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est mais c'est incroyable. J'ai jamais vu un pot d'échappement aussi petit de ma vie. Je te jure il faisait 5 cm. Ça va courir, 3, 2, 1. Alors regardez-moi cette voiture, je sais pas ce que c'est. On va aller se rapprocher de ce côté-là. Donc voilà. Et là, en fait, dès que le feu il passe au vert, les amis, c'est un sacré bordel. Parce qu'en fait, tous les passages piétons se croisent. Ouais. Donc tout le monde est en train de filmer. Un petit peu comme nous d'ailleurs. Alors, les amis, si quelqu'un connaît cette voiture, qu'il me l'écrive en commentaire parce que moi j'ai vraiment la classe. Mais par contre ça, jouer avec ça les amis, c'est le petit béret qui va bien. Franchement elle est magnifique. Ça doit être un truc écossais, anglais. Donc là, alors là on est sur du R34. Alors celle-là c'est une GTT déjà parce que c'est une 4 portes les amis. Donc ce n'est pas une vraie GTR. C'est pas une GTR, c'est une GTT qui a peut-être été transformée en celle devant, c'est pareil. Hein. Vous avez l'impression que c'est une GTR, mais c'est une GTT qui, si le swap moteur a été réalisé, les amis, eh bien, on l'appelle dorénavant une GTR ou quoi que ce soit. Mais en général, et c'est ce qui se passe en général parce que voilà, ici, ils vous proposent un service. C'est un service donc de vente, ils doivent vous vendre ce service-là, de vous prendre avec eux et de vous faire le tour de Tokyo, etc., de vous amener à Daikoku par exemple. Mais forcément, vu le prix des GTR aujourd'hui, bah, ça va être un petit peu compliqué de les sortir un petit peu dans la rue, des trucs comme ça. Donc forcément, ils viennent utiliser des GTT qu'ils ont transformés parfois en GTR. Ils nous ont un petit peu repris parce que forcément, on n'utilise pas leur service et du coup, ils veulent qu'on supprime droit à l'image ou je ne sais pas, machin chouette. Bref, on va vous laisser ça bien sûr, on va pas vous couper. Donc ce qui se passe comme on a dit, c'est souvent des GTT qui sont maquillés, transformés, enfin ils essayent en tout cas en GTR etc. Mais oui, quand vous voyez un truc comme ça en 4 portes, enfin voilà, il n'y a pas de secret. Donc là il y a une petite GLS 600 je pense, en Maybach, qui est juste énorme. La voiture qui saute, la voiture tortue. Qui a été utilisée souvent pour des trends, etc. Alors là, on est sur un 400D. Ah, c'est un 400D, pardon. Donc celle-ci, elle a été un petit peu maquillée aussi parce qu'il n'y a pas de 400D en Maybach, bien sûr. Voilà. Là, on retrouve encore donc, il y a énormément de monde, les amis. Forcément, on est dimanche, donc c'est le week-end. Les gens sortent pour du shopping. Ou alors, il y a vraiment énormément de touristes, etc. Et il y a surtout énormément de Français les amis. Donc il y a encore ici une personne qui vend ses services avec encore une fois sa GTT. Avec le petit sigle Nismo à l'arrière, mais bon, c'est pas une Nismo les gars. Non les amis, on le voit directement. GTR, vous avez ce sigle là à l'avant. Vraiment c'est un gros GTR au niveau de la calandre. Et ça coûte à peu près environ $300 de faire un petit tour, 1h30 les amis, autour de Tokyo. Parfois, vraiment pas tout le temps, mais parfois quand ils vous prennent le vendredi soir ou alors le dimanche, ils vous amènent à Daikoku où il y a ces rassemblements de voitures, etc.
Mais sinon, voilà, ils vous font un tour dans Tokyo et puis Et puis, vous en pensez aussi au niveau du prix? Parce que moi, 300 €, je trouve c'est élevé, surtout que c'est pas une GTR. Ouais, déjà c'est pas une GTR. Déjà c'est pas une GTR. Ensuite, le coût du mazout ici, il coûte pas comme chez nous en Europe, d'accord. Donc après ça reste un truc touristique, donc même s'il met 500 balles le mec, enfin ça va marcher, il n'y a aucun problème. Et il marche très bien d'ailleurs. Je pense que vous envoyez parfois des vidéos un petit peu avec des gens qui postent ça, voilà. Au niveau du kilométrage, il y en a qui nous posent des fois la question, est-ce que c'est des kilométrages vérifiés, certifiés? S'il y a un trucage au niveau du kilométrage, comment on peut le savoir, etc. Alors au niveau du kilométrage, déjà on retrouve donc des voitures très faiblement kilométrées ici. Pourquoi? Parce que vous voyez par vous-même le nombre de personnes qu'il y a à Tokyo, etc. ou même au Japon en général, ils n'utilisent très peu leur véhicule. C'est vraiment pour sortir de la ville quand ils partent en vacances, etc. La semaine, tout le monde, les amis, est dans les transports, d'accord. Donc que ce soit le PDG de je ne sais pas quel groupe ou alors le petit employé. Alors celle-ci ce serait probablement une vraie, en tout cas c'est le bruit de la RB26. Donc celle-là ce serait vraiment une GTR. Il y en a beaucoup qui font des modifs, donc ils prennent une base de GTT. Une base de GTT 2 et portes. on la modifie en Voilà. R34. Quoi. Voilà. On vient coller le RB26, on la passe en 4 roues motrices. C'est ça. Parce que voilà, faut savoir que la vraie GTR c'est une 4 roues motrices. C'est ça, et c'est la différence encore une fois avec la GTT aussi. Voilà, certes, de faire le swap moteur, c'est assez, ça se fait très bien, mais par contre, pour la passer de roues motrices en 4 roues motrices, vas-y. Hein. Ouais. Donc, ce qu'on disait sur le kilométrage, donc la semaine, ils utilisent les transports en commun et la voiture, c'est que le week-end ou alors pour partir un petit peu à droite à gauche. Si le kilométrage est modifié, on peut le voir sur le rapport, c'est bien ça. Donc sur le rapport d'expertise, ce qu'on retrouve effectivement les amis, c'est l'information du kilométrage, d'accord. Ils vous communiquent ce qu'ils voient sur le compteur, d'accord. Ensuite, ils se dirigent vers les entretiens du véhicule, s'il y a un carnet d'entretien, ou alors le shaken par exemple. Parce que sur les shaken, en fait, donc c'est les contrôles techniques où il y a un historique là, attention, d'accord. C'est un petit peu comme chez nous. Si vous regardez les amis, les contrôles techniques, les PV que l'on reçoit à la fin, eh bien vous avez le kilométrage et la date de son passage des fois précédentes, d'accord. Et là c'est la même chose. Donc il y a les shaken et en fait quand l'inspecteur a un doute, juste un doute, hein, eh bien il vient mettre une croix sur le rapport d'expertise juste à côté du kilométrage. C'est une petite étoile. C'est une petite étoile, pardon, une croix. Une petite étoile juste à côté du kilométrage. Et sinon, encore une fois, il y a aussi certains modèles, par exemple certains modèles d'époque, des pagodes. Voilà, où le kilométrage en fait ne dépasse pas les 99 999 oui, km. car c'est que sur 5 chiffres. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le compteur, il a peut-être tourné déjà. Donc, lui, il est obligé de venir mettre ce qu'il a vu sur le compteur, d'accord? Et par contre, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va venir mettre l'étoile dans tous les cas. Ça ne veut pas dire que le kilométrage a été tartiné ou quoi que ce soit, les amis. Ça veut juste dire que, voilà, moi j'ai un petit doute ici. Je ne peux pas certifier tout simplement. Donc, voilà un petit peu sur le kilométrage. Et puis oui, sinon derrière, dans tous les cas, vous avez le carnet d'entretien, les précédents shaken et surtout les amis, ce que vous retrouvez en fait en concession, c'est un petit peu comme pour les véhicules qui ont été suivis et entretenus en fait dans un réseau en France ou en Europe, les amis. Ça veut dire que si le véhicule est passé par une concession, eh ben, vous allez retrouver la réciprocité chez vous, en France, en Belgique, en Allemagne, où que vous soyez, d'accord. Ça veut dire quoi? Si le véhicule était à Tokyo, il a subi tous ses entretiens, tout son suivi dans une concession à Tokyo, les amis, eh ben, vous allez tout retrouver, l'historique, la réciprocité en concession. Vous allez avec votre facture d'achat, votre véhicule, vous demandez l'historique de votre véhicule et ils vont vous sortir avec kilométrage et la date à laquelle ça a été effectué. Une autre question qu'on retrouve assez souvent, les amis, c'est la garantie et le quart vertical. Les amis, déjà dans un premier temps, il n'y a pas de quart vertical avec les voitures du Japon, d'accord. Et ça ne veut pas dire que ils cachent un truc ou quoi que ce soit, d'accord. Ici, il y a un historique, les amis. Il y a un site d'ailleurs qu'on peut vous envoyer
C'est un site internet qu'on peut vous partager. Je le mettrai peut-être dans la description d'ailleurs. Et c'est un petit peu à la manière de Car Vertical. Vous devez venir payer ce service, un petit peu comme Car Vertical. Et il vient en fait vous sortir tout l'historique du véhicule, c'est-à-dire tous les check-ins passés, leurs dates, etc. Toutes les précédentes fois où le véhicule a été adjugé ou bien présenté à une maison d'enchères pour être vendu. Donc ça vous permet de voir si le véhicule, par exemple, 2 ans avant était passé à une enchère, était noté R accidenté, ou alors était passé dans une maison d'enchères pour les véhicules accidentés comme USS Nagoya Air, USS Tokyo Air, etc. Ce service existe aussi ici, les amis, mais encore une fois, c'est contre une certaine somme d'argent. Donc je vous mettrai le site dans la petite description et vous pourrez aller checker si vous voulez les véhicules. Nous on fait ça depuis 6-7 ans. Je ne suis jamais allé checker un véhicule ni sur Car Vertical ni sur ce site que je vais vous envoyer quand même. Comme on le dit et on le répète assez souvent, vous devez vous fier à ces rapports d'expertise qui reviennent en fait vous dire tout, un petit peu l'historique du véhicule, mais également son état présent à l'instant T où le vendeur a laissé les clés, a laissé le véhicule à la maison d'enchères pour être vendu dans la semaine, le jour de sa venue. Donc ça fait 6-7 ans qu'on importe depuis le Japon, donc jamais on est allé voir le véhicule sur place ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc la différence avec nous, ça fait partie d'une des différences en fait que vous pourrez retrouver avec Orion Motors, c'est qu'on a la possibilité en fait de nous déplacer avant le passage du véhicule aux enchères. Et donc on peut venir faire un check-up supplémentaire du véhicule, donc voir si le véhicule démarre bien, qu'il n'y a pas de raté de combustion, que tout est fonctionnel et que tout soit conforme par rapport au rapport. Mais de toute façon, comme on vous le répète, les amis, le rapport il est fiable à 99,99%. Exactement. Dans ma vidéo précédente où je vous dis que certes les véhicules sont inspectés de façon très rapide quand même, je vous le répète les amis, il y a 70 000 véhicules qui passent aux enchères par semaine. Donc vous voyez la quantité de véhicules un petit peu qui passent. Donc certes il doit y avoir une certaine rapidité autour de ces véhicules lors de ces expertises. S'il passe 4 heures sur chaque véhicule, c'est impossible, ça ne va pas tourner, ça ne va pas marcher. Il peut certainement, bien sûr, certaines fois avoir des petits manquements ou alors quelque chose qui n'a pas été précisé. Mais en général, voilà, les grandes lignes sont là. Ce qui est le plus important sur le véhicule est là, est disposé sur le rapport d'expertise. Et je vais venir également sur cette question qui nous revient assez souvent aussi, c'est sur la garantie. D'accord. Donc j'ai parlé un petit peu de Car Vertical tout à l'heure. J'ai pas parlé de la garantie. La garantie, les amis, comment ça se passe en France? J'achète un véhicule, par exemple, chez un revendeur auto qui fait de l'achat-vente, etc. Il me propose une garantie 6 mois, 12 mois, enfin bref. Il n'y a rien de gratuit, d'accord, dans ce monde-là. Donc, il faut savoir que si vous avez une garantie, c'est parce que vous la payez, d'accord. S'il n'y aurait pas cette garantie-là, par exemple, vous paierez votre véhicule déjà moins cher. Parce que c'est un service que ce revendeur qui fait de l'achat-vente ou bien les concessions vous proposent également. Mais c'est contre quelque chose, c'est contre rémunération derrière, c'est contre quelque chose de pécunier derrière les amis, d'accord. Moi j'ai acheté un véhicule, d'accord. Je vais contracter par moi-même, ce que j'ai déjà fait moi à titre personnel certaines fois, c'est que j'ai contracté par moi-même ce qui n'a pas vraiment servi. Enfin, ça m'a servi par exemple d'avoir un alternateur de changer neuf. Grâce à ce truc-là, c'est comme si vous achetez un véhicule en France. Ça veut dire que vous pouvez par vous-même aller sur la centrale. Il y a des garanties la centrale qui passent bien sûr sur telle pièce. Mais en général, ils ne vous garantissent jamais ce qui est le plus onéreux dans un véhicule, c'est-à-dire moteur, boîte, turbo. Voilà. Et le reste, les amis, ça coûte combien un alternateur? Ça coûte combien un démarreur, etc., etc. Donc voilà, c'est à vous de voir les amis. Encore une fois, nous on vous donne les clés pour que vous soyez autonome et que vous décidez par vous-même. Ce qu'on propose nous ici, c'est de vous livrer le véhicule jusqu'au port de votre choix, donc le port de destination. Et après derrière, c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est homologation, immatriculation. Pourquoi? Déjà dans un premier temps parce que c'est super simple. Faut pas croire, faut pas écouter à droite à gauche. C'est long, c'est compliqué, il y a toujours des embûches. Non, ça se passe très bien. Ça se fait très bien parce que voilà, c'est des véhicules du Japon qui sortent avec les mêmes normes à peu près, voire des normes plus radicaux que les véhicules qui ont été proposés sur notre marché en Europe. Petite dédicace aussi aux gens qui mangent des kebabs à 10 € les amis en France. Alors là on est devant Mamo Kebab. Mamo Kebab size M les amis, 800 balles. Donc 800 yens, ce qui revient à peu près 5 €. Même pas. Ouais, même pas. 800, ouais, 4 €, allez. Bon, la différence ici, c'est un petit peu plus petit, c'est un peu plus. Ouais, voilà, et il n'y a pas de frites à côté.
Mais voilà, je vous passe un petit peu les prix. Si jamais vous êtes de passage à Shibuya, les amis, donc le Mamo se trouve en plein milieu. Voyez à quel point vous avez un pouvoir d'achat énorme aussi. Donc, exactement. parce que ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un ici, mais 800 yens, Exactement. ça fait pas grand chose pour 800 un yens, Européen. c'est 4 euros, voilà. Alors il y en a beaucoup aussi qui se posent la question au niveau des taxes, au niveau des droits lors du dédouanement. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je vais vous apporter un petit peu d'informations avec toutes mes connaissances et surtout mon expérience, les amis, des informations peut-être qu'on vous a jamais communiquées parce que soit ils ne le savent pas, soit ils n'ont pas fait de recherche dessus. Déjà, on va commencer par les bases, ce que tout le monde doit connaître normalement. Les droits de douane dans tous les pays d'Europe sont de 10%. Ça veut dire que vous importiez depuis les Pays-Bas, que vous importiez depuis le port de Bremenhaven en Allemagne, que vous importiez directement depuis Le Havre, etc., eh bien, vous aurez des droits de 10% à régler lors du dédouanement où le véhicule est rentré en Europe. Ensuite, il y a la TVA, les amis. Le taux de TVA est à peu près pareil, à quelques pourcents près dans tous les pays de l'Union. En général, voilà, ça tourne entre 19%, 20%, 21% par exemple pour la Hollande, etc. Il y a également certains cas où parfois vous êtes exonéré en fait. Vous pouvez être exonéré par exemple de cette taxe de 10%, mais vous pouvez également parfois être exonéré de la TVA. Alors, vous êtes exonéré de la TVA dans quel cas? Si vous importez à titre professionnel, les amis, d'accord? Vous avez un numéro de sirette, un numéro de sirène, vous avez une boîte en France, etc. Là, dans ce cas-là, vous n'allez pas payer la TVA lors du dédouanement au port. Comment? Eh bien, le transitaire va vous envoyer un formulaire à remplir. Vous allez mettre donc votre nom, prénom, vos informations, vos coordonnées et vous allez bien sûr mentionner si vous êtes une personne morale ou physique, tout simplement. Ensuite, quelque chose que personne ne va vous dire, les amis, quelque chose que vous n'allez pas retrouver non plus sur Internet ou quoi que ce soit. Il y a ici des véhicules avec des spécifications européennes, d'accord? Ça veut dire que c'est des véhicules qui ont été produits pour le marché européen et ont été commercialisés pour le marché européen, par exemple en France, en Allemagne, etc. Et après coup, se sont retrouvés ici, au Japon. Voilà, c'est le cas de beaucoup de Gallardo notamment, exactement. Qui ont été immatriculés en Allemagne, en Italie, qu'on retrouve ici. Il y a pas mal de Lambo, Gallardo, de Maserati, ou alors il y a aussi beaucoup de Porsche 911 dans ce cas-là, par exemple, où voilà, elles ont été immatriculées, sauf qu'elles se sont fait acheter et elles sont arrivées au Japon un petit peu de la manière où nous, on envoie des véhicules ici vers chez nous. Si vous produisez au transitaire un certificat de conformité, donc un COC, pas celui qui est partiel, pas celui qui est non partiel, un vrai certificat de conformité, les amis, qui atteste en fait que votre véhicule est 100% conforme aux réglementations européennes, et bien là, dans ces cas-là, vous ne paierez pas non plus les 10%. D'accord? Donc on a fait le point un petit peu sur ces exonérations possibles. Voilà la toute dernière Supra. Voilà un petit peu pour cette question de fiscalité. Je ne sais pas à quelle heure il se fait ici, mais c'est toujours blindé. On va montrer un petit peu. C'est vraiment une ville qui dort pas. Non, qui vit la nuit. Il y a un petit peu moins de monde pendant, en fait, après minuit, parce qu'il n'y a plus de transport, du coup les gens courent pour rentrer chez eux. Mais sinon, le reste du temps, les amis, franchement, il y a du monde partout, vraiment partout. Concernant ces véhicules-là exonérés des 10%, on les retrouve à l'aide du VIN, c'est bien ça. Donc, il y a certaines lettres en fait sur le VIN. Sur par exemple le VIN d'une Gallardo. Ça marche pour Lamborghini. La marque Lamborghini, en fait, dans son code VIN, il y a une petite lettre E qui vient dire que le véhicule était à la base produit et commercialisé pour le marché européen. Mais en général, un VIN. Envoyé au Japon. Exactement. Mais en général, les amis, le code VIN, en fait, donc il y a des décodeurs, il y a des VIN décodeurs sur Internet. Quand vous décodez le VIN, c'est un petit peu comme les décodeurs de votre numéro de sécurité sociale, etc. Ça veut dire que c'est des chiffres, en fait, une série de chiffres qui est en fonction d'où provient le véhicule, de quel marché il a été, etc. De quelle usine elle sort, de quelle chaîne de production elle sort. Et en fait, le VIN, c'est un regroupement de tout ça. Donc c'est pour ça que très facilement, avec des VIN décodeurs, vous avez la réponse où a été produit mon véhicule, quelle usine, quel marché était destiné mon véhicule à la base, etc. Et c'est un outil qu'on vous encourage aussi à vous, futurs enchérisseurs, pour savoir en fait toutes les infos concernant le véhicule, les options dont elle dispose également. Donc là-bas, vous allez retrouver toute la panoplie des options, le pack dont elle dispose,
etc. Donc, Exactement. vraiment, nous, par exemple, à titre personnel, on va toujours checker le VIN de nos véhicules, que ce soit sur Mercedes VIN Decoder ou bien Beamers VIN Decoder, Exactement. pour savoir à peu près les options dont elles disposent, etc. Parce que parfois, vous n'avez pas l'ensemble des photos ou bien un peu de photos par rapport à d'autres voitures qui ressortent. Donc ouais, c'est vraiment un outil indispensable, je pense, pour quelqu'un qui veut enchérir sur une voiture. Les configurations sont importantes, les amis. Donc les options, etc. Alors une des questions aussi qu'on a assez souvent, j'ai un budget de temps, par exemple, je sais pas moi, entre 10 et 15 000 euros, qu'est-ce que je peux trouver au Japon? Est-ce qu'il y a des véhicules qu'on peut retrouver à bas prix? Pour Les amis, comme on le répète assez souvent, il y a des voitures pour tout budget. D'accord. Après, certes, si vous me sortez un budget de 3 000, 4 000 euros, c'est pas possible, les amis. Parce que 3 000 4 000 euros, ça va déjà dans tout ce qui est transport, frais de service. etc. Exactement. Donc voilà, un véhicule, en général, on retrouve des véhicules à partir de 8 000 euros, je dirais. Mais voilà, vous n'allez pas retrouver non plus des folies. On en a toujours pour notre argent, ça c'est pas un secret, les amis, d'accord. Donc des véhicules à 8 000 euros, il y en a. Des véhicules à 10 000 euros, il y en a. À partir de 10 000 euros, à partir de 12 13 000 euros, ça commence à être intéressant. On va pas se mentir. Par exemple, je peux vous proposer des Porsche Boxster. Voilà, ça c'est vraiment un véhicule qu'on encourage aux gens d'essayer d'enchérir, etc. C'est vraiment un véhicule très intéressant car vous l'obtenez pour 8-10 000 euros ici. Dites-vous les amis que la Porsche Boxster, le modèle compris entre 96 et 2004 si je ne dis pas de bêtises, donc les premières générations de Boxster, c'est le ticket d'entrée de la Porsche en France, les amis. Le ticket d'entrée pour Porsche en France aujourd'hui, c'est la Boxster et c'est 20 000 euros minimum. Ah ouais. Donc dites-vous que vous pouvez faire un gain potentiel énorme sur cette petite voiture qui a un grand potentiel, on trouve. Ou alors si vous voulez la conduire à titre personnel, etc. Vous ne retrouverez pas des Porsche Boxster dans des états comme au Japon avec des kilométrages aussi faibles. Voilà, donc tu peux un petit peu filmer aussi les tenues parce que voilà, ça reprend un petit peu des longues bottes. C'est ça. Ou alors des chaussettes, voilà, alors, je sais tout pas ce qui vient des mangas, etc. Sérieusement, ça caille un peu. Là, et des chaussures, regarde la taille, enfin pas la taille, mais le volume des chaussures. Franchement, ça en Roro, c'est 2 000 euros. Hein. C'est le coût d'un GLS en Roro, ça. Mais ouais, il y a les Porsche. Et encore une fois, vous allez avoir ici, vous allez pouvoir obtenir une Porsche avec, premièrement, un kilométrage très faible, une configuration qui peut être vraiment pas mal. Ensuite, vous allez également pouvoir obtenir une Porsche Boxster avec des entretiens et des suivis faits à la perfection. Les amis, ce qui se passe en général ici, les véhicules, comme vous le savez, passent le Shaken. Le Shaken, c'est le contrôle technique le plus sévère du monde. J'en ai parlé, on a répété là-dessus, le système est différent. Ce contrôle technique-là, il est en fait réalisé par les concessions, d'accord? Donc vous amenez votre véhicule à la concession, elle ne va pas vous laisser repartir tant que le véhicule n'est pas impeccable. Donc il y a des fois en fait, il y a certaines vis, il y a certains écrous, etc. qui ont pris un petit peu de rouille. Eh bien dans ce cas-là, les amis, c'est remplacé, d'accord? Alors que nous, tu laisses ton véhicule pour un entretien, il te manque la moitié des vis, tu vois? C'est qu'ils étaient en trop. Ouais, c'est qu'ils étaient en trop forcément. Mais voilà. Donc un petit peu la culture ici et surtout comment ça se passe. Ce que je peux dire aussi, c'est à chaque fois la réaction que les contrôleurs techniques ont eue quand on a apporté notre véhicule provenant du Japon. Ça c'est très important. Ils disaient cette voiture elle a vraiment 150 000 km, 140 000 km parce qu'ils ont vérifié le dessous, pas une seule trace de rouille, pas une seule trace d'usure. Les amortisseurs, voilà, on les change pas quand ça pète, on les change quand c'est le temps. Voilà, quand c'est le temps. C'est vrai que les contrôleurs techniques, si vous faites l'expérience, les amis, que vous amenez votre véhicule au contrôle technique en France, et le mec il va vous dire mais c'est quoi ce truc, il est vraiment dans un état nickel, parfait. Et la deuxième question, son âge, est-ce qu'elle est à vendre? Ouais, est-ce qu'elle est à vendre? Non, elle ne peut pas être à vendre parce qu'elle est en train de passer tout ce qui est homologation, etc. On va revenir d'ailleurs sur une question qui est l'homologation et l'immatriculation en France, les amis. Alors donc, surtout, on va se poser un petit peu juste ici. Des BMW et Volkswagen peut-être. Donc on nous dit voilà,
les BMW, vous ne pouvez pas les homologuer, maintenant c'est devenu impossible, etc. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Après, encore une fois, faut savoir que BMW France est sous le coup d'un procès. En fait, ils sont en procès qui n'aura aucune issue pour moi parce que ce n'est pas une chose qui se passe seulement en France, les amis, d'accord? Donc je pense pas qu'ils vont faire marche arrière et recommencer à redonner pour certains véhicules, certaines BMW, surtout un petit peu tout ce qui est M, etc. Parce qu'on a entendu que pour des 320, pour des 330, etc., ils peuvent être un peu plus cléments et du coup vous délivrez un certificat de conformité partielle comme avant, mais je pense qu'ils ne vont pas faire marche arrière sur leur processus chez eux en interne. Ça veut dire qu'ils vont délivrer des certificats de non-conformité. Ils vont simplement venir ici approuver votre code VIN, c'est-à-dire votre numéro de VIN, le numéro de châssis de votre véhicule qui va venir dire à l'Adréal en fait effectivement ce véhicule nous appartient, entre guillemets, a été produit par nous, BMW, et a été donc conduit sur le marché. Ce problème-là, il se pose surtout donc sur les BMW et un petit peu sur tout ce qui est Volkswagen, les amis. Sinon pour le reste, surtout Mercedes, c'est vraiment du petit pain. Homologation, immatriculation, je dirais entre 2 mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi, je dirais, pour une Mercedes. Donc il y a vraiment ce côté-là où BMW est un petit peu énervant, et aussi pas le groupe Volkswagen, attention, mais juste Volkswagen, la marque en elle-même. Donc ce qui se passe ici, en fait, les amis, et ce qu'on essaye de vous faire peur, c'est avec la démarche une fois le véhicule reçu au port, au Havre par exemple, ou alors dans le port de votre choix. On vous fait peur avec toutes ces démarches. Les amis, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose de différent. Il y a quelques démarches en plus, donc quelques coûts en plus et quelques délais en plus. Mais sinon, c'est tout, les amis. On va reprendre la première. En fait, de toute façon, la première des démarches, vous la faites pendant que votre véhicule est dans le bateau et est en train de naviguer vers votre port de destination. D'accord? Celle-ci, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle la demande de COC, la demande de certificat de conformité. Elle est produite par votre constructeur. Donc si vous avez acheté une Porsche, c'est Porsche qui va vous la délivrer. Si vous avez acheté une Mercedes, c'est Mercedes qui va vous la délivrer. Et donc, vous recevez ce certificat de conformité en à peu près 1 mois. Donc sachant que vous avez fait la demande pendant que votre véhicule est à bord du conteneur ou alors est à bord du Roro pendant sa traversée, et vous recevez ça avant même que le véhicule ne vous arrive. D'accord? Une fois que vous avez reçu ça, les amis, vous allez commencer votre démarche à l'Adréal. Ça veut dire que vous allez envoyer ce certificat de conformité avec un formulaire que vous allez remplir qui est très simple, qui reprend quelques données de votre véhicule, sur lequel encore une fois on peut vous aider, vous accompagner. Et une fois que vous avez en fait envoyé ce certificat de conformité et ce formulaire à l'Adréal, avec également le certificat d'export ici qu'on va vous joindre et sa traduction, et l'Adréal va tout simplement convoquer le véhicule. Donc vous allez recevoir une convocation, les amis, à présenter le véhicule. L'Adréal en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient en fait valider les points que le constructeur, lui, a refusé en fait d'approuver, d'attester sur son certificat de conformité. En général, les points qui ressortent, ce sont le vitrage et l'éclairage. Donc là, on s'adresse bien sûr aux clients français. À savoir que dans toute l'Europe, la démarche est à peu près similaire. Ça veut dire que dans tous les cas, vous allez passer par un certificat de conformité auprès du constructeur, que vous soyez en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, où que vous soyez. Et ensuite, effectivement, donc en France, c'est la DREAL qui s'occupe d'homologuer les véhicules. Donc vous devez le présenter après une convocation. Et en fait, ça dure environ 15-20 minutes vraiment, parce qu'ils viennent seulement vérifier et checker tout ce qui est vitrage et éclairage, comme on a dit tout à l'heure. Mais ils ne viennent pas vérifier les pollutions, les normes pollution, ou bien ils ne viennent pas vérifier par exemple les décibels que votre pot d'échappement peut sortir si vous avez un pot qui est remplacé, etc. Ils ne viennent pas donc vérifier non plus tout ce qui est masse de votre véhicule, le poids à l'essieu 1, l'essieu 2, avant-arrière. Ils ne viennent pas non plus vérifier tout ce qui est mesure de votre véhicule. C'est vraiment un test visuel très rapide, très bref sur l'éclairage et le vitrage. En général, ils s'attardent donc sur vos vitrages et ils essayent de trouver la lettre E2, des trucs comme ça, pareil sur les pneus, etc. Mais en général, il n'y a jamais de souci. Donc
Donc on va se diriger aussi un petit peu dans ces fameuses maisons de jeux. Venez, suivez-moi. On va juste faire un tour. On va pas trop s'attarder. Donc normalement on n'a pas le droit de filmer les amis, mais en caméra cachée comme d'habitude, vous connaissez. Hein, il y a bien marqué ici. Mais on va filmer vite fait et après on part. Donc c'est la folie sur 9 étages les amis. Bon, il n'y a pas trop de monde les premiers étages. En haut il y a plus de monde parce que forcément ils sont un peu plus pépères. Il y a une odeur spéciale ici. Est-ce que tu l'as l'odeur toi dans ton... Non, c'est pas ici des machines. En fait, c'est une odeur de machine brûlée. En fait, il y a tellement de machines ouvertes en même temps. Bah, vous avez l'odeur en fait d'un circuit qui a cramé, un truc comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais en fait, il doit y avoir tellement il doit y avoir en fait tellement d'ordinateurs, de mémoire qui tournent comme ça. Et ben ça a une odeur vraiment spéciale de circuit cramé. Voilà. Parce qu'au final ça reste des écrans. Voilà. Et comme si un écran ne suffisait pas, il en utilise un deuxième bien sûr. Ah ouais, comme quoi ils sont bien connectés. Et voilà. On va se diriger vers la sortie. Est-ce que tu viendrais ici t'amuser toi? Bah écoute, non, moi ça ne m'attire pas trop. Après c'est très connu, très populaire ici. Vous avez dû reconnaître le parking ici aussi. Le parking japonais où on vient. Donc vous placez votre voiture. Voilà, on place la voiture et la voiture elle tourne par elle-même et ensuite direction par un ascenseur. Faudrait qu'on... sa place de parking. Ok. Faut pas qu'on rentre à l'intérieur. La petite dame elle m'a dit va te faire. Ah c'est vrai? Ouais. Ah. Effectivement il y a des personnes qui contrôlent un petit peu à toutes les entrées ici quand même. Mais, la petite Honda S2000. Les gens l'aiment beaucoup parce que ça monte à 9 minutes. On en était où avec notre histoire de Dreal? Histoire de finir ce sujet là. Après la Dreal les amis, on retourne dans la voie globale. Ça veut dire qu'on retourne à l'étape ANTS, comme pour tout véhicule en fait qui était déjà immatriculé sur le sol français. Donc vous avez tous les documents les amis, ceux que nous avons envoyés par DHL, par exemple le certificat d'export, sa traduction que vous allez utiliser donc comme carte grise, le 846A que le port va vous délivrer parce que donc vous avez... Attendez, on a vu un petit truc. C'est pas la boubou là? Sony Angel. C'est les Sony Angel. Vous savez les petits trucs tout nus. Les petits trucs tout nus qui s'accrochent sur les téléphones, donc c'est super connu ici. Alors il y en a un paquet ici. N'hésitez pas hein, si vous voulez qu'on vous mette un Sony Angel dans votre voiture. Non, moi je revends. Je revends. Franchement, là marqué 1200. Moi je te l'amène en France à 2400 yens. Voilà. Nouveau business les gars, Orion Motors Angels. Orion Motors Angels. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment retrouver... Donc comme on a dit la dernière fois les amis, bon ça a l'air pas mal. Bon ça reste toujours comme d'habitude mignon. Je sais pas si ça prend vraiment des photos. Mais encore une fois... encore les anciens appareils photo, là où tu as 30 cartouches dedans. Et en fait, déjà t'en en éclates 10 dans le vent, le temps que tu comprennes comment ça c'est marche. Le royaume du choix les amis. Ici il y a combien d'étages? Faudrait voir, il doit y avoir niveau quelque chaud, chose. Servir. Au niveau des JBL, vous avez toutes les couleurs, tous les modèles possibles. Et encore celui-ci il est petit. Ouais, là on est dans le plus petit magasin. Donc mais il y en avait un, on avait visité la dernière fois, il faisait 9 étages, mais 9 énormes étages. Exactement. Je crois au niveau superficie, on était peut-être 4 terrains de foot. Un terrain de foot par étage. Un terrain de foot par étage. Facile. Regardez, je sais pas s'il y a ça en Europe. En tout cas, j'en ai pas vu. Mais c'est des écouteurs. Ça se met directement en mode. Tu les pinces comme ça là. Hein, bon, je vais pas réussir à le mettre avec tes grosses oreilles, mais. Voilà un peu. Voilà. Il y a un truc super cool ici aussi, c'est les batteries externes, que tu pouvais louer. Voilà. Tout simplement. Essayer de faire ça en France, je crois,
Le lendemain, vous n'aurez plus les. Il n'y aura plus rien. Il y aura plus rien, personne ne va vous le ramener. Il faut qu'on parle de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on peut louer des vélos, des trottinettes, des chargeurs externes, mais des poussettes. Alors ouais, ça, on peut incroyable. louer des poussettes, les amis. Bon, après, il y a encore plus improbable, vous pouvez louer une maman ou un papa. Donc, ah oui, ce fameux business qui cartonne, les amis, au Japon. Business qui cartonne, les amis, au Vous Japon. pouvez louer des parents, des amis, Exactement. des petits amis. Pour l'heure, pour la journée, comme vous voulez. Peut-être autour, on vous montrera aussi un petit peu les love hotels. Parce que bah, voilà, les jeunes se rencontrent en fait dans des boîtes de nuit et bah, ne rentrent pas chez eux avec leur petit ami ou alors la personne avec qui ils veulent passer la nuit, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des love hotels. Donc c'est des hôtels en fait où eh bien, vous pouvez simplement passer quelques heures là-bas. Donc pas besoin de réserver pour une nuit, vous pouvez réserver à l'heure, donc 60 minutes. Et voilà, c'est en 60 minutes. 60 minutes. Donc soit tu appelles ça une sieste, soit bah, voilà, tu as quelque chose à faire. C'est quoi ça? Le royaume de Nintendo. Ah ouais. C'est incroyable parce qu'il laisse quand même ça dehors quoi. Ouais. Alors je pourrais le prendre et me marier avec. Ouais, mais attends, il n'y a rien dedans ou... Non, il doit... Bah si, non, c'est plastifié. Non. Ah, ouais. Non, il n'y a pas de CD, il n'y a rien. Les amis. Ils sont pas cons. Ils savent qu'il y a quand même des touristes. On a dit que bah, justement à la NTS, vous avez tous les documents, donc vous avez toutes les clés dans vos mains pour réaliser votre démarche d'immatriculation. Donc votre homologation, elle a été faite, c'est done, c'est terminé. Et puis vous avez simplement l'étape donc immatriculation que vous devez faire auprès de la NTS, comme d'habitude, comme pour un véhicule en fait qui est déjà sur le parc en France et immatriculé en plaque française, etc. Donc là, ce sera la même chose. C'est juste que vous allez devoir joindre à la NTS un peu plus de documents, dont par exemple la facture qu'on va vous faire, dont le certificat d'export, sa traduction, ensuite quoi d'autre, le procès verbal de l'Adréal par exemple, et comme d'habitude, votre assurance, la carte grise provisoire que vous aurez demandé, et également votre certificat d'assurance comme depuis quelques temps qui est devenu obligatoire pour immatriculer ou alors pour un changement de propriétaire auprès de l'ANTS. Je pense qu'on a fait vraiment le tour des questions un peu les plus récurrentes. Il y en a qui se demandent voilà, si c'est un service clé en main Orion Motors. Parce que... Orion Motors, les amis, on préfère proposer un service qu'on ne va pas appeler ici clé en main parce qu'on veut que vous soyez maître de votre importation. Donc derrière, vous n'aurez aucun coût caché. Ça veut dire qu'une fois que le véhicule arrive au port de destination, vous êtes maître de tout. Donc vous vous occupez de votre homologation et de votre immatriculation. Alors Orion Motors peut aussi justement récupérer votre véhicule, le nettoyer, le chouchouter, faire l'homologation pour vous, ceci, cela, mais tout a un coût dans la vie, les amis. Donc ce que l'on vous propose ici, c'est récupérer votre véhicule au port de destination, réaliser par vous-même les démarches d'homologation et d'immatriculation qui ne sont, comme on vous a expliqué, pas très compliquées. Vraiment, c'est quelques étapes en plus, un petit peu de délai en plus et un petit peu de coûts supplémentaires. Mais encore une fois, l'Adréal, les amis, ça ne coûte que 86 €, d'accord ? Ensuite, le certificat de conformité, eh bien, ça peut coûter pour certains constructeurs 100 € et ça va jusqu'à 500 €, d'accord. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Vous avez des plaques provisoires à réaliser en WW, les amis. Là, ça va vous coûter encore le prix d'une plaque. Vous avez un WW, un certificat provisoire d'immatriculation à sortir. Ça va vous coûter encore une fois 50 € environ. C'est des petits centres de coûts en fait qui sont donc eh bien, les coûts que vous nous demandez à chaque fois. Donc je vous les ai énumérés un petit peu ici. On va pas le filmer parce que sinon il va demander de la thune. Donc, ouais, on va pas le filmer. Donc voilà un petit peu les centres de coûts qu'on peut avoir, les amis, une fois que votre véhicule est arrivé au port. Donc c'est quelque chose qui est réalisable par vous-même, il n'y a aucun problème. Ça sert à rien de passer par X ou Y pour justement ces services-là, parce que derrière en fait vous pouvez avoir un problème, c'est le fait de ne pas maîtriser en fait ce que vous faites. Donc quand on ne maîtrise pas par ses propres moyens, les amis, eh bien voilà, faut savoir qu'on peut être facturé pour des frais cachés ou bien pour X services. Donc voilà, donc nous on ne va pas faire du clé en main. On peut vous proposer une formule à la carte où on peut vraiment venir vous appuyer si vous avez vraiment en fait du mal avec par exemple l'outil informatique, si vous avez vraiment du mal à vous exprimer dans la langue, etc. Voilà, c'est une formule à la carte où bien sûr le service sera payant, mais
Ce qu'on préfère, nous, c'est que vous vous occupez vous-même de votre homologation et de l'immatriculation de votre véhicule. Et cela va faire en sorte que vous allez maîtriser le processus jusqu'à la fin et personne ne va venir ici vous charger pour tel ou tel service parce que les amis, prendre le véhicule, le récupérer au port, moi je peux le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Et ensuite on peut faire quoi? On peut le nettoyer, on peut... Et je peux en fait à chaque fois... Elles arrivent déjà toutes propres. Il n'y a rien à nettoyer. Ouais, elles arrivent, il n'y a pas grand chose à nettoyer certes, mais bon, il y a un petit peu de poussière. Le truc aussi, c'est qu'on n'importe pas seulement en France. Donc, exactement. En France, on peut vous accompagner et c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'on sera en support et on va vous accompagner jusqu'à ce que vous recevez votre carte grise définitive, d'accord, avec vos plaques définitives, etc. Voilà, on produit un service qui est français à la base, mais qui est aussi européen et aussi international. Et donc voilà, on n'est pas à même de répondre à toutes les questions, toutes les régulations que chaque pays peut avoir et peuvent mettre en place. Oui, bien sûr, on a des connaissances. Par exemple, vous passez le TÜV en Allemagne, la RDV en Hollande, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est plus profitable pour vous et c'est beaucoup mieux pour vous de marcher dans ce sens-là. On l'a dit les amis, et comme on vous l'a montré, c'est vraiment pas très compliqué. Il n'y a pas non plus 100 000 étapes à franchir pour homologuer et immatriculer son véhicule. Donc le mieux, c'est que vous vous en chargez vous-même et vous maîtrisez vos coûts encore une fois. Donc voilà les amis, là on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que toutes les réponses qu'on vous a apportées vous seront bénéfiques et vous aideront à faire le premier pas. D'ici là on reste disponible à tout moment, donc que ce soit sur les réseaux ou bien sur WhatsApp. N'hésitez pas à écrire en commentaire également s'il y a des endroits où vous n'avez pas très bien compris ou qui méritent un peu plus de précision. En tout cas on a fait de notre mieux. D'ici là on vous dit à très bientôt. À très bientôt les amis. Donc comme on a dit, si vous avez des questions, on reste disponible. Salut, salut. Ciao, ciao.